Salut à tous et bienvenue sur le Salon des légendes. C'est notre troisième rendez-vous cette année. Il y a eu Sonny Anderson, il y a eu Benoît Coé et aujourd'hui on reçoit non seulement un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, mais il a été aussi entraîneur de l'Olympique de Marseille et aujourd'hui un des consultants les plus écoutés sur l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est quand même une triple casquette qui est bien remplie. Cette casquette, parce qu'il y a pas mal de choses. C'est Roland Courbis qui est avec Marjorie et qui est avec nous. Salut Roland. Bonjour à tous. Très heureux. Donc je le disais, la plupart et les plus jeunes générations te connaissent comme une voix qu'ils ont entendue dans l'After, qu'ils ont vue sur Bein, tout ça. Mais avant ça, ça a été un entraîneur de l'Olympique de Marseille. Et on aura l'occasion de l'évoquer, mais un entraîneur très offensif. Ça... Ouais, il y a plus de chances qu'il m'ait connu comme entraîneur que comme joueur, ça, effectivement. Et comme joueur, et comme d'habitude avec Marjorie, on démarre vraiment au tout départ. Donc, on va revenir, bien sûr, sur ces moments joueurs. Je te laisse la parole. Merci, Marjorie, Romain. démarre, Merci. Déroule le film. Roland, donc on va commencer par le commencement. Tu es né donc en 1953 dans les quartiers nord de Marseille. À Saint-Antoine, exactement. Voilà, précisément. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton enfance et comment tu es donc arrivé dans le football ? J'étais dans un quartier passionné de football, comme beaucoup, pour ne pas dire tous les quartiers de Marseille. C'était pas seulement un plaisir, je crois que c'était une obligation. Je taquine d'ailleurs mes amis du rugby et sur RMC en leur disant que nous, on n'avait pas la possibilité de jouer au rugby, donc c'était plus facile d'avoir même un morceau de caoutchouc et faire un match sur la place du quartier. Donc j'ai démarré comme ça. Je n'étais pas encore titularisé ou licencié. Et donc mon père qui était policier, j'ai été à l'école de football de l'US Police. C'était le terrain qui s'appelait Stade Cojol, en face le stade Vélodrome. Qui s'appelle toujours le stade Cojol, qui est le stade de la SPTT. Ah d'accord, la SPTT c'était derrière, le stade Cojol à Saint-Ginier. C'est ça. Donc, et évidemment ce sont des souvenirs puisque c'était un club très, très sérieux. Et ensuite... on jouait un petit peu à droite et à gauche le championnat. Il y avait la coupe, si je me rappelle bien, c'était la coupe des pupiers, c'était la coupe Crouzet. Les minimes, c'était Mascrémieux. J'ai encore un peu de mémoire. Je crois même qu'en cadet, c'était Rodolphe Polak. Et donc, on a été invité aussi au tournoi de l'OM qui se faisait tous les mois de mai. Et là, j'étais quand même un petit peu au-dessus de mes coéquipiers. J'étais capitaine. Je jouais un peu un rôle de partout devant, derrière, une espèce de numéro 8, 10. Et ce tournoi-là qui était relevé, on le gagne avec notre équipe de l'US Police. Je termine meilleur joueur du tournoi et je me retrouve demandé par les dirigeants de l'Olympique de Marseille qui était là présent, et à la question, c'était pas la même époque que maintenant, à la question, est-ce que ça vous ferait plaisir de signer à l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine ? Quand on joue au football, même avec une boule de caoutchouc, du côté des quartiers de Marseille, je sais même pas si ça a changé, peut-être pas. Qui dit football dit OM. Un petit détail, je me rappelle qu'avec les copains du quartier, quand on allait au match de l'OM et qu'on cherchait quelqu'un pour nous accompagner en tournant la main pour pouvoir rentrer gratuitement derrière l'affiche, comment on l'appelle, la banderole. Non, sur les quarts de virage pour rentrer sur le... Là où il y a le score, le tableau d'affichage. Donc on se donnait rendez-vous au virage nord. Et donc on se retrouvait pratiquement à tous les matchs. Et donc pour nous, c'était même pas, on n'allait pas au stade, on n'allait pas au match, on allait à l'OM. Donc l'OM, ça remplaçait le mot football. Et je ne sais pas si ça a changé, mais c'était là-dedans. Donc c'est pour ça que
Ah mais ça existe toujours à Marseille. Jouer pour moi au football, c'était jouer à l'OM. Il y a des gens qui aiment l'OM et qui n'aiment pas spécialement le football, qui regarderont jamais des matchs Real Juve ou quoi que ce soit. Oui, mais dans l'expression, on ne disait pas on va au stade. On disait tu vas à l'OM toi? Ouais, j'y vais. Donc on allait à l'OM. Ah oui, ça dépasse le foot, c'est sociétal. Et d'ailleurs, tu nous disais que tu étais originaire de Saint-Antoine, qui est maintenant connu pour les snacks, mais malheureusement pas que ça. Comment c'était à l'époque? Les quartiers nord de Marseille, Saint-Antoine, on connaît, à côté du club de Consola. Comment c'était à l'époque? Est-ce que c'est une enfance heureuse? Est-ce que les clichés sur les quartiers nord existaient déjà ou pas? Des quartiers un petit peu compliqués, puisque moi j'ai eu la chance, compte tenu de mon âge, où je suis dans la catégorie maintenant d'un ancien, j'ai eu la chance de connaître ces quartiers où il y a maintenant beaucoup d'immeubles, des immeubles qui ressemblent plus à des HLM qu'à des immeubles 5 étoiles, avec évidemment une atmosphère un petit peu compliquée. Et le football était quand même un compagnon très intéressant pour l'atmosphère de ces quartiers-là. Et d'ailleurs, on ne faisait pratiquement que ça. Tu intègres donc le centre de formation de l'Olympique de Marseille? Non, excusez-moi, mais ça n'existait pas. Oui. Donc disons que j'ai la chance d'être remarqué par l'OM, de pouvoir être surclassé. J'étais minime, je jouais en cadet, j'étais cadet, je jouais en junior. Et avec Albert Raymond, on était un petit peu les chouchous, les favoris de Mario Zatelli, l'entraîneur de l'époque. Mythique entraîneur de l'OM. Je me rappelle comme si c'était hier, parce que on ne peut pas dire que j'étais très, très, très bon à l'école. Pas parce que j'étais plus stupide qu'un autre, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Et disons que, un exemple, 1 heure de mathématiques, je regardais le tableau, j'écoutais 10 minutes, un quart d'heure, et au bout d'un quart d'heure, bing, comme si ça se déconnectait. Alors que plus tard, les mathématiques, pendant une période de mercato, il en a fait plus d'1 heure. Hein. Ouais, ou la victoire à 3 points. Okay. Et donc, c'était comme ça. Je regardais, mais j'étais plus concentré. Donc, heureusement qu'il y avait ce football qui me permettait quand même de pouvoir avoir une idée bien précise. C'était ciblé. Et tu n'as que 20 ans quand tu fais partie donc, du groupe qui fait le doublé en 1972. 18 et demi. Voilà, c'est très précis, c'est très bien. Avec Bosquier et Scoblar. Oui. Quel souvenir tu en gardes? Le souvenir d'avoir eu la chance, grâce à Mario Zatelli, de pouvoir s'entraîner avec eux deux fois par semaine. Et je me rappelle, pour avoir cette possibilité-là, Mario Zatelli m'avait demandé: est-ce qu'il te serait possible de te libérer 2 matinées par semaine pour pouvoir t'entraîner avec les pros? Je croyais avoir mal entendu sa proposition. Je dis bien sûr, je vais à l'école que l'après-midi, moi. Donc, et je crois savoir que tu as menti sur ça. Tous les matins, je dis aucun problème. Et pas seulement 2, hein, je dis donc. Tous les matins. Il n'y a que l'après-midi. Moi, mon école, c'est l'école de l'après-midi. Donc, et c'est pour ça que. Faut oser quand même, c'est culotté. Sans avoir été dans un centre de formation, j'avais la chance de pouvoir m'entraîner avec des garçons comme Scoblar, Manusson, Bosquier. On ne va pas tous les citer, mais bon, c'était quand même une génération et une quinzaine de joueurs aussi talentueux que complémentaires. Et là, bon, on aura l'occasion d'en parler. J'ai quand même connu l'un ou pas mais peut-être l'un des 3 meilleurs présidents que pu connaître l'Olympique de Marseille, avec un dénommé Marcel Leclerc. Alors, Roland, cette émission, elle sert aussi à entretenir un peu la culture club de l'Olympique de Marseille, parce qu'il y a, je le disais, il y a des jeunes générations qui nous regardent, qui ne connaissent pas forcément, et c'est normal, l'histoire du club, ça s'apprend. Cette équipe, j'étais pas né en 71-72, mais on m'a toujours dit, j'ai un grand-père qui m'a dit, cette équipe-là, Scoblar, Magnusson, Bosquier, c'était une des plus fortes de l'histoire de l'OM. Je pense, dans cette époque-là, par contre, c'est difficile de comparer, pour ne pas dire impossible, parce que le nombre déjà de joueurs,
la qualité, bon, mais ça, elle y était. La complémentarité avec des gens compétents comme Mario Zatelli et le nez aussi de Marcel Leclerc, qui pour moi avait 20 ans d'avance sur son époque. Il y avait 15 à 16 joueurs, plus 2-3 jeunes, dont nous faisons partie. Aujourd'hui, il y a une trentaine de joueurs. Le nombre de blessés, quand tu avais un blessé, voire 2 blessés, c'était considéré comme quelque chose d'anormal, voire même une catastrophe. Et là, donc c'est difficile. Mais avant de parler de 71-72, si vous permettez, on est en 66, quand justement je parle de ce tournoi Pupille, et je suis invité à tous les matchs. J'ai plus besoin de tricher avec une grande personne adulte qui pouvait me faire rentrer au stade, ainsi que mes copains. Donc l'année de la montée se joue à Luvonne. Une idée encore de Marcel Leclerc qui, quand il descend sur Marseille, il visite un petit peu tout, il voit le stade Vélodrome avec justement ce Vélodrome qui met le public très très loin. Il regarde ça, il réfléchit et on lui fait visiter un petit peu deux, trois stades qui pourraient éventuellement recevoir l'Olympique de Marseille, et tout de suite il a un choc comme dirait il tombe amoureux de Luvonne, et il dit, c'était à l'époque, je ne sais même plus si ça existe, il y avait du motoball, donc qui fait avec un gros ballon, tout ça, d'une pelouse catastrophique, et lui il a le coup de foudre, c'est le terme, et il dit, si on doit monter en première division, c'est là qu'on va jouer. Tout le monde le regarde, avec en plus une tribune en bois qui était un petit peu moisie. Donc c'était pas facile, et pourtant ça se passe. Il arrive avec Mario Zatelli à mettre en place une équipe, vraiment l'équipe qu'il fallait pour pouvoir monter. Et je me souviens que du côté concierge, c'est-à-dire pas du côté Uvonne, de l'autre côté, il y a une banderole des supporters de l'OM. À cette époque-là, c'est Nantes qui domine le football français. Et je me rappelle, comme si c'était hier, il y a marqué « Tremble Nantes, l'OM arrive », alors que l'OM est en deuxième division. Et c'est effectivement ce qui se passe quelques années après, où il y a d'abord une étape avec une grande joie pour tous les quartiers de Marseille, où je me rappelle, nous aussi, on écrit notre banderole, si je me rappelle bien, et je vais bien m'en rappeler parce qu'on a tellement mis de temps pour pouvoir la peindre, c'est contre Bordeaux la finale en 69, ça se joue à Colombes, et il y a marqué le vin bordelais n'arrivera pas à empêcher le raz-de-marée du pastis marseillais. Donc ça fait un petit peu long, mais on dit ça fait rien. Tu prendras du temps pour la lire et tu verras qu'à la fin, quand tu l'as lu, si tu es bordelais, ben, tu ne seras pas content. Et c'est ce qui se passe, puisque l'OM gagne cette coupe en 69, et derrière ça, il joue le titre pour en arriver au doublé, 71-72, quand j'ai le plaisir de faire quelques matchs en pro en étant titulaire, une demi-finale de coupe et 3 ou 4 matchs de championnat. Et l'année suivante, donc tu fais partie d'un package de joueurs cédés à Ajaccio pour faire venir donc Marius Trésor. Peux-tu nous expliquer un peu cette période? Ben oui, c'est Marcel Leclerc qui, comme ça arrive, est disons trahi par une partie des dirigeants marseillais qui lui reprochent d'être intéressé par certains transferts, et qui lui reprochent aussi de faire de la politique. Donc, ce qui est souvent coïncidence, une erreur que font les dirigeants, de penser que grâce au football on va pouvoir réussir en politique, et c'est peut-être une erreur. Bernard Tapie aussi a fait cette erreur-là. Donc bref, il y a donc René Gallian qui prend la présidence et qui récupère les deux joueurs
le meilleur que l'on peut trouver dans la planète football, qui n'est pas après l'arrêt Bosman. Donc tu n'as droit qu'à 2 étrangers par équipe. Et Salif Keita, qui joue à Saint-Étienne, promet de se faire naturaliser pour rejoindre Manusson et Josip Scola. Et finalement, il change d'avis, ce qui n'est pas bien perçu. Donc ça fait vraiment un vestiaire avec une atmosphère compliquée. Bernard Bosquier, qui est extraordinaire, on lui fait venir Marius Trésor, qui est l'arrière central à la mode et énorme au niveau des qualités. La possibilité de jouer tous les deux, c'est difficile. Et mettre Bosquet arrière latéral, c'est difficile. Mettre Marius Trésor, c'est difficile. Donc finalement, ça fout plutôt la panique. La venue de Marius, qui pourtant est un grand joueur, et la venue de Josip. D'ailleurs, avec ce grand joueur qui est Marius Trésor, l'OM, quelques années après, arrive à faire... Alors évidemment, on est toujours ironique et un peu taquin quand on est Marseillais, mais à faire l'exploit de descendre avec cet effectif-là. C'est tout simplement impensable, pour ne pas dire impossible, mais pas impossible puisque ça s'est passé. Il y a Berdol, il y a Trésor, Six. C'est à la fin des années 70. Ils ont une équipe monumentale. Et puis ils arrivent à descendre en deuxième division. Tu partiras ensuite en Grèce avec une sacrée belle anecdote, je crois. Ah oui. Parce que quand on dit qu'on va pas à l'école, on peut aussi dire qu'on a un grand-père qui est grec. Hein, je crois ça. Oui, mais grand-père, ça suffit pas. Je préférais arrière-grand-père parce que grand-père, on trouvait facilement... Alors, on se situe parce que pour aller en Grèce à l'époque, pour jouer, donc tu as fait quelques saisons à l'AC Ajaccio, et pour jouer à l'Olympiakos, à l'époque, le championnat grec, n'acceptait que des joueurs grecs ou d'origine grecque. Et donc, du coup, tu as dit, mais si, moi, je suis un grand. Et les origines grecques, on espérait les trouver. Donc, je fais faire des recherches à la mairie de Marseille par des amis, disons des relations amicales. Et malheureusement, on est allé jusqu'à arrière-grands-parents, il n'y avait toujours pas de grec, alors que le nom, terminant par is, il demande, on ne peut pas aller un tampon et dire que mon grand-père, on va l'appeler Alexandre, et donc, et puis le copain que j'avais, mais ouais, bon, ça va, en tout cas, c'est pourquoi pour des papiers. Il dit oui, c'est des papiers, il faut être d'origine grecque. Donc là, vous appelez en plus le Phocéen. Le Phocéen, on sait très bien qu'il est arrivé des gens dont le nom terminé par is, par os ou par as. Donc c'est tout simplement ce que j'avais besoin. Et je me rappelle par contre, là où ça a été un peu plus compliqué, si on peut appeler ça compliqué, c'est en ce qui concerne l'endroit où on allait le faire naître, l'arrière-grand-père. Donc on a pris une carte grecque, fermé les yeux avec un stylo, tac, j'ai regardé et il est né dans la région de Salonique, donc Thessalonique, il avait marqué, donc Monsieur Salonique. Alexandre Courbis, né en Thessalonique, dans les années qu'il fallait à peu près une fois qu'on les avait calculés. Donc voilà, oui, allez, c'est une petite tricherie. Il en faut, hein. Il en faut, avec du talent, bien sûr, tu l'avais, mais après, il faut accompagner des fois des petites tricheries. Tu enchaînes ensuite avec Sochaux, donc, où tu seras aux portes de l'équipe de France. Oui, j'ai eu la chance, puisqu'il y avait deux joueurs qui étaient, au moins deux qui étaient meilleurs que moi. C'était Marius Trésor, Christian Lopez, avec qui ça pouvait se jouer, puisqu'on était ensemble en équipe de France junior. Et donc, il était à Saint-Étienne. Et moi, le regret que je peux avoir en tant que joueur, c'est de ne pas avoir pu jouer arrière central avec Marius Trésor, comme a pu le faire Victor Zunka, qui, je pense, ne m'était pas supérieur. On pourrait dire qu'on était à égalité.
Et donc, ça me change peut-être ma carrière parce que c'est un regret. Avec Marius Trésor qui faisait le boulot pour deux, je pense que l'arrière central qui jouait avec lui aurait eu peut-être la possibilité d'être en équipe de France. Avec lui étant habitué de jouer en club. Donc malheureusement, ça ne s'est pas fait. Je suis parti à Olympiakos avec beaucoup de joie. Je suis rentré d'Olympiakos. J'ai failli aller à Nîmes, puis finalement ça s'est fait avec Sochaux, avec qui j'avais fait un essai dans un tournoi de Pâques quand j'étais cadet. J'avais gardé de bonnes relations. Et donc, je me suis retrouvé à Sochaux avant d'aller après à Monaco. Où tu as été 2 fois champion. Pour situer, le Roland Courbis, donc défenseur central, ça ressemble à qui aujourd'hui voilà, pour dire, ça serait quoi Je pense que pour pas mal de choses, et en plus, je pense qu'il n'est pas muet non plus, ce qui est mon cas, Adil Rami. Donc, ce profil d'arrière central. Pas extraordinaire, mais pas mal quand même, et assez régulier, avec une présence aussi. Je vois Adil qui a son brassard de capitaine. Moi aussi, j'avais un comportement de capitaine depuis tout petit. Ouais, ça pouvait y ressembler. Ben, c'est ce qu'a raconté récemment Jean Petit, donc, parce que tu évoquais la période monégasque où tu es 2 fois champion de France. Il disait, en gros, il y avait Roland, il disait au milieu, restez devant, marquez des buts, moi, derrière je vais m'en occuper, j'ai pas besoin de vous. Et oui, donc il y a cette anecdote aussi géniale du match de pré-saison où tu as un tacle avec un pied un peu haut et tu me dis, c'est pas de ma faute s'il est petit. Ben oui, t'es petit. Voilà. C'est quoi, dans cette période-là, c'est quoi par Monaco, Sochaux, sur ta carrière de joueur, Toulon après, c'est quoi le meilleur moment? Ben, il y en a beaucoup. Déjà à Sochaux, j'ai la chance d'être... la chance, c'est peut-être aussi les qualités d'être sélectionné en espoir, en équipe de France B aussi, qui n'existe plus maintenant. Et une seule fois, en équipe de France A. Et des garçons comme Marius Trésor, ils n'étaient pas seulement bons, ils étaient solides et jamais blessés pratiquement. Donc, quand tu as un joueur ou des joueurs comme ça, à ce poste-là qui est le tien, ben, l'équipe de France, tu y vas pas souvent. Donc, j'y suis allé qu'une fois et malheureusement, pour un concours de circonstances, je n'ai pas pu entrer 1 minute sur le terrain, qui aurait fait que j'aurais été sur ma carte internationale A, alors que là, je ne l'ai pas été parce que... Tiens, comme Franck Jurietti, qui est venu une fois en équipe de France, qui a fait 1 minute et c'est bon. Mais ce qui est extraordinaire, j'ai oublié son nom, qui joue à Nancy. Bref, il est uruguayen et... Pablo Correa? Non. Avant, donc du coup... il y avait Gaston Cuberlo. Curbelo. Donc, il est sélectionné. En plus de ça, on est en chambre par 2 et je suis en chambre avec lui. Et lui est titulaire, moi je suis remplaçant. Et un quart d'heure de la fin, il prend une béquille et il a mal à une cuisse. Et là, donc, le sélectionneur, c'est Michel Hidalgo, il me fait me chauffer. Je dis, bon, je suis content, je vais avoir ma carte avec marqué international A. Et Carlos Curbelo, jamais il sort. Et moi, toujours, je me chauffe. Mais j'avais dit, oh, tu vas sortir ou quoi? Et lui, il s'accroche pour aller jusqu'au bout. Et il va jusqu'au bout. Et moi, c'est pas que je fais semblant, je fais carrément la gueule dans le vestiaire. J'ai dit, mais tu peux pas sortir même à 2 minutes de la fin. Et il me regarde, mais vraiment sincèrement. Il me dit, pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Quand tu es remplaçant, tu n'es pas international. J'ai dit non, et puis moi, international, je ne vais pas l'être 50 fois. Oh putain, il me dit vraiment, excuse-moi, et il est sincère. Et encore pire, c'est que 3 semaines après,
en Uruguay, il y a un fax qui arrive, comme quoi il est interdit de sélectionner Carlos Curbelo parce que il a été sélectionné déjà en équipe nationale des espoirs uruguayens. Et donc, il n'aurait même pas dû être, être qualifié. Bon, mais c'est comme ça. J'ai un maillot, un seul, et je l'ai laissé au musée de Loulou Nicolin avec un énorme plaisir. Ton dernier club, c'est donc Toulon, dans les années 80. Et un an après avoir accroché les crampons, tu deviens donc entraîneur de ce même club. Oui, mais avant ça, il y a quand même... oui, je l'ai senti. J'ai vu ton regard donc j'arrête la question. Une époque importante, c'est les 5 ans à Monaco. Bien sûr. Avec notamment... on parlait de cette année où l'OM descend alors qu'ils avaient une équipe pour pas descendre. Et dans le même temps, il y a un Monaco qui est promu et qui finit champion. Comment tu dis? Tu peux répéter ça? Monaco finit champion en 78. Oui. Et vous êtes promu et vous finissez champion. Complètement. Et exactement. Ce qui est marrant, si on parle d'anecdotes, bon, les anecdotes en football, il y en a des milliers et des milliers. On est effectivement en stage au Touquet. Et il y a Delionis, qui est aussi talentueux que passionné, qui nous dit un matin au petit déjeuner, j'ai fait un rêve qu'on gagnait les 5 premiers matchs de championnat. J'ai dit, c'est pas seulement que quand tu parles que tu fais et que tu dis des conneries, toi, c'est aussi quand tu rêves. Hein. Donc, il me dit, alors, on est en stage, il y a le calendrier qui est sorti. On regarde les 5 premiers matchs. Premier match, Bastia. À Bastia. Donc, le Bastia qui va en finale. Très bien. Là. Ah. Et 6e match, Monaco, Olympique de Marseille, au stade Ludo. J'ai dit, ouais, tu réviseras un petit peu tes rêves. Et ça se passe exactement ça. On perd les 5 premiers matchs et on perd contre l'OM. Le 6e match à domicile, 3-2. L'OM avec un Suédois au milieu qui avait fait un match extraordinaire, Linderoth. Linderoth, ouais. Donc, mais ça me restera quand même gravé. Donc, finalement, chaque fois que Delio disait quelque chose, à partir de ce moment-là, on l'écoutait. Tu n'as pas un numéro pour le tiercé, quelque chose? Mais... Donc voilà, et puis effectivement, l'objectif d'intersaison, comme quoi des fois, des présidents aussi compétents que Jean-Louis Campora peuvent se tromper, en donnant comme objectif le maintien. Et puis, oui, on s'est bien maintenu, puisqu'on a même été champion en étant promu, ce qui est très rare. Mais ça aussi, c'est dû à de la compétence dans les choix des dirigeants, en prenant une quinzaine de joueurs, dont 4 ou 5 très talentueux, dont je ne faisais pas partie, mais je pense à des Dalger, Petit, Onis, Nogues, Moisan, qui eux étaient vraiment très forts. Et nous arrivons à former une équipe très difficile à battre, très difficile à nous marquer des buts, et très difficile aussi à nous empêcher de marquer. Donc ça me fait des difficultés pour l'adversaire. Et on se retrouve champion. Ce qui fait que je passe 5 années à Monaco avant d'aller à Toulon. On est champion une 2e fois, pas l'année d'après, l'année d'après. Et les 3 autres années, je crois que c'est 2 fois 4e et une fois 3e. Donc ça fait 5 ans de façon satisfaisante. Et donc, après avoir fini cette carrière de joueur à Toulon, tu te reconvertis en entraîneur dans ce même club. Il y a encore des choses à dire entre. Mais je le sais. Chaque fois, je te coupe dans le sens que... Tu fais bien, tu fais bien. Il y a des choses bizarres, c'est que Ajaccio, je fais entraîneur après avoir été joueur. Marseille, et ça a marché, puisque je reviens en tant qu'entraîneur 30 ans après, et on remonte avec Ajaccio. Marseille, je fais joueur, je reviens en tant qu'entraîneur, et malheureusement, il nous manque un point pour être champion de France. Bordeaux, j'y suis allé une fois, j'y suis retourné
là, en tant qu'entraîneur aussi, mais j'étais parti en tant qu'entraîneur. Donc, et là, je me retrouve à Bordeaux avant de venir à l'OM. Et c'est vrai que cette épopée de Toulon, c'est 9 ans. J'ai la chance de monter en première division avec Toulon. J'ai eu la chance aussi avec Ajaccio, la chance aussi avec Montpellier. Mais je crois que de ces 3, je dirais, souvenirs qui m'ont fait énormément plaisir, je pense que c'est avec Ajaccio quand même, puisqu'on est... C'est le plus petit budget. On a le 20e budget à ce moment-là. J'y vais parce que j'ai quelques problèmes extrasportifs qui font que j'ai besoin un petit peu de m'aérer. Et là, je m'aperçois d'un truc qui peut vous intéresser à vous aussi, pas seulement quand c'est moi que vous interviewez. Et c'est que un entraîneur, c'est comme un joueur. On a des périodes où on est inspiré et des périodes où on ne l'est pas. Bien sûr. Donc, moi, je me fais virer de Marseille 2 ans avant. Je vais à Lens où je suis très inspiré avec un effectif qui pouvait peut-être être champion de France. C'est un de mes mauvais souvenirs, Lens, parce que sur les 29 challenges que j'ai pu relever en tant qu'entraîneur, j'ai réussi 23 challenges et j'ai échoué 6 challenges. Et il y a Lens qui est dans ces 6 challenges, c'est un de mes énormes regrets. Et donc, en ce qui concerne Ajaccio l'année d'après, là par contre, je suis inspiré du début jusqu'à la fin. Quelles que soient les compositions d'équipe, les changements en cours de match, les idées, les mises au repos, je fais la saison presque parfaite. Moi-même, j'en suis surpris, sans me faire le faux modeste. Et c'est ça qui me permet de pouvoir dire dans certains cas, que ce soit à la radio ou à la télé quand je suis interviewé, de pouvoir dire que d'un collègue de profession, ou allez, ex-profession, qui est la profession d'entraîneur, que j'ai la prétention quand même de connaître, il y a des fois où on est inspiré, quoi qu'on fait, ça se passe bien, et des fois c'est tout le contraire. On fait rentrer, quand on est inspiré, un joueur en cours de match, il marque le but de la victoire. Quand on n'est pas inspiré, il marque le but contre son camp de la défaite. C'est comme ça. Et, toute ressemblance avec ce qui se passe dans l'actualité est bien sûr fortuite. On ne pense à personne. Non, surtout pas. Surtout pas. Mais pour en revenir, quand même, j'y tiens à cette question. Vu que c'est ton premier club, le premier club que tu as entraîné, est-ce que tu te souviens de cette période, donc qui était sur la phase deuxième sur la phase retour, 5e l'année suivante, et pour un petit club comme Toulon aujourd'hui qui est en N2, c'est quand même assez extraordinaire. Oui, et surtout, je crois que quel souvenir as-tu en fait de cette période? Le souvenir d'un endroit très compliqué, puisque le sport numéro 1, et c'est rare dans notre pays, et surtout dans le Midi, alors qu'il y a des régions pour le rugby qui sont dans le sud-ouest, etc. Biarritz. Voilà, donc ça, on n'est pas choqué, mais là, Toulon, c'est un petit peu quelque chose de bizarre, hein, une anomalie. Donc, puisque quand on est à Toulon et qu'on veut que le football réussisse, sacré challenge. Avoir les adversaires en football qui vont t'empêcher de monter, ok, ou après qui vont te poser des problèmes pour le maintien. Ok, mais là, c'est dans la ville l'adversaire numéro 1, qui en plus est talentueux, avec des gens très compétents, comme Daniel Herrero, avec qui on est très amis, mais on est des rivaux aussi. Et puis bon, il y a une génération de Toulonnais avec les Galions, Champ, Carbonel, Trémouille, Bianchi. C'est une équipe extraordinaire. Et on n'a pas les mêmes objectifs. En début de saison, Lyon, objectif champion. Toulon, objectif champion. Et nous, Toulon, objectif maintien. Donc c'est pas tout à fait. C'est pas le même challenge. Mais Roland,
il avait une méthode, parce qu'on en a discuté avec certains joueurs. C'est qu'à Toulon, il y avait quand même un avantage, c'est qu'il y avait des discothèques. Et ça, pour cimenter un groupe, il n'y a rien de mieux. Moi, il y en a 2 ou 3 qui m'ont dit de l'époque, quand Roland est passé entraîneur, il pouvait, tiens, il y en a un, je peux en parler, c'est Laurent Paganelli, qui me disait, tiens, Roland, il nous emmenait tout le temps sortir. Ceux qui partaient se coucher, qui ne tenaient pas jusqu'à minuit, ils n'avaient pas de chance d'être titulaires. Mais ils pouvaient se permettre avec nous d'être copains parce qu'on savait tous, personne n'allait le remettre en cause tactiquement. Donc du coup, ils pouvaient se permettre cette proximité. C'était quand même un peu vrai, mais une exagération habituelle de notre ami Paga. Alors effectivement, quand il y avait la possibilité de pouvoir organiser une sortie qui était suffisamment très très loin d'un match, et aussi la veille d'un jour où le matin il y avait repos et pas entraînement, on organisait une sortie, et notamment quand on était en stage en début de saison pour justement souder l'effectif. À Toulon, il ne se faisait pas transférer le dernier jour du mercato en Viento pour participer au stage. Voilà. Ça... Donc, et là, évidemment, avec un peu d'humour, ce soir, obligation de sortir, donc interdiction de rentrer avant minuit, donc tous les contraires de ce qu'on dit, des fois tu peux sortir jusqu'à minuit, donc nous, et effectivement, ça faisait un petit peu rire tout le monde, et je trouve que c'était quand même pas obligatoirement une mauvaise idée, puisque je reste persuadé que un groupe, c'est évidemment grâce à des valeurs et des qualités footballistiques, physiques, athlétiques, mais c'est tellement long une saison. S'il n'y a pas une bonne ambiance dans un vestiaire, et que celui qui est responsable de cette ambiance, c'est justement l'entraîneur, qui doit justement lâcher un petit peu de le laisse, mais retirer de l'autre, c'est très difficile pour que ça puisse marcher. En fait, c'est mon point de vue. Toute ressemblance avec des faits dans l'actualité. Ce sera la phrase du jour. C'est fortuit. On sait que c'est à Toulon donc que tu te fais remarquer pour ton sens de la formule, ton sens de la tactique. Et je crois même que tu as conseillé un certain Bernard Tapie qui, lui, te demandait plutôt des conseils de temps en temps, ce qui n'est pas rien. Il l'a dit, il s'en est pas caché. Ce qui n'est pas rien. Je fais partie, et c'est avec plaisir, je fais partie, je crois, des 5 ou 6 personnes qu'on lui a conseillé de rencontrer pour gagner un petit peu de temps. Lui qui est talentueux, avec un cerveau nettement au-dessus de la moyenne, mais qui est surtout compétent à cette époque-là en cyclisme. Et donc, il vient dans une région qu'il a déjà certainement dans la tête de pouvoir un jour essayer de la récupérer. C'est la région PACA, en rentrant en politique, mais on n'en est pas encore là. Donc, je le rencontre au Sofitel Vieux-Port, et donc on se retrouve... Je ne sais même pas si c'est Sofitel ou Novotel. Au départ, je crois que l'endroit c'était le même, et puis après ça a été séparé en 2. Je connais bien puisque j'y ai habité pendant 2 ans et demi. Et donc effectivement, on se rencontre, on sympathise, et c'est vrai qu'à l'époque, on a tendance à oublier que Toulon, on est bien en place. Bernard arrive, et contrairement aux souvenirs qu'on a, ça passe tellement vite, on pense que dès qu'il arrive, l'OM est champion. Non, c'est à la 3e tentative de Bernard que l'OM est champion. Il y a un club qui s'appelle les Girondins de Bordeaux, que j'ai eu le plaisir de bien connaître aussi, avec Claude Bèze, qui devient le rival de Bernard. Et donc, on arrive à faire souffrir dans beaucoup de matchs l'Olympique de Marseille, qui est quand même nettement au-dessus de nous dans cette région. Et c'est vrai que les Toulonnais et les Marseillais n'ont pas pour habitude de bien s'aimer, ce qui est dommage, mais ça met un peu de piment aussi.
Mais tu relevais les coups de fil à 3 h du matin où il te demandait, et j'imagine que tu as dû voir aussi l'évolution, c'est-à-dire un tapis de néophyte au début, et puis quelques années après, quand il te passe des coups de fil, qui devient un expert du foot. Pas quelques années, parce que malgré un cerveau au-dessus de la moyenne qu'avait Bernard, il me faisait souvent rire, parce que tellement qu'il devait, puis on n'avait pas les portables là comme maintenant, tellement qu'il avait l'habitude d'avoir de nombreux coups de fil, ben même avec son niveau intellectuel et son cerveau hors norme, il oubliait des fois que je lui avais expliqué un truc qui pouvait être très important sur le plan tactique, on pourra en parler après, mais il était en train de m'expliquer ce que j'avais expliqué. Il me l'expliquait le soir, je lui avais expliqué en fin de matinée. Et donc, j'ai écouté, j'ai dit, tu n'as rien à me rajouter ou je termine à ta place parce que ça, je te l'ai dit entre 11h et 11h30. Oh putain, c'est vrai, merde. Bon, évidemment, on refait toujours les accents. Quand on est Marseillais, Parisien, on est tout petit, on se moque réciproquement de nos accents. Mais c'est vrai que c'était quand même quelqu'un de spécial, parce que hormis que de temps en temps, il ne se rappelait plus que je lui avais expliqué quelque chose, c'est quand même quelqu'un qui, au niveau intellectuel, est largement au-dessus de la moyenne, avec un pouvoir de persuasion persuasif. Donc il t'explique les choses, c'est tellement simple, clair et net que tu te dis, c'est difficile de dire qu'il a tort. Donc c'est tellement évident que tu regrettes même de ne pas y avoir pensé. Et donc, du coup, parce que tu nous as parlé de ta passion de l'OM avant même d'y rentrer, le 26 mai 93, quand l'OM est champion d'Europe, est-ce que, de par ce rôle de conseiller de l'homme que tu as eu, quand l'OM bat le Milan AC, tu te dis, tu as un sentiment de fierté, tu te dis c'est aussi un peu ma victoire, ou non, je suis juste un témoin privilégié? Non, là-dessus, pas de fausse modestie. je suis très content que l'OM puisse se battre. Et je note quand même que le football est quand même assez capricieux, parce que pour moi, la belle équipe de 93, c'est pas pour moi la meilleure équipe. Quand je vois qu'un garçon comme Papin quitte l'OM dans une intersaison et que bon, c'est presque, je dirais presque irremplaçable, un Papin à cette époque-là. Ballon d'or, un gars qui fait ces papinades là qui sont plus belles les unes que les autres, et que l'année d'après, sans Papin, tu battes le Milan où a signé Papin, on est tous un peu joueurs dans le football, dans les paris sportifs, tout ça, mais alors là, je crois que ça aurait pu faire perdre beaucoup d'argent. Et pourtant, c'est le cas. On avait discuté avec Bernard d'une seule chose. Après, l'équipe, elle était pratiquement faite. Et s'il n'y avait pas de blessés, chacun connaissait bien son poste. Ce qui faisait on peut le dire maintenant, ce petit truc pour lequel vous aviez discuté? Oui, c'était la présence d'Abedi Pelé sur le côté droit, capable de poser des problèmes à Maldini. Alors, c'est un petit détail. Mais comme souvent, les petits détails font la différence. C'est sur ce côté-là que l'OM obtient le but que Boli fait marcher, mais il n'y a pas corner. alors donc, l'idée de mettre Abedi Pelé, c'était peut-être une bonne idée qu'on avait décidé ensemble, mais c'est surtout le hasard qui fait que l'OM marque sur un corner qui n'aurait pas dû être sifflé. Donc, ça fait partie des petits détails que, là aussi, il y a des périodes où ça se passe comme ça, et il y a d'autres périodes, tu peux en tirer 10 de corner et il n'y aura jamais but. Et du coup, Goethals, là-dedans, il avait fait quoi, lui, dans la compo? Il avait tracé les traits sur le tableau? Je sais pas, mais quand j'ai discuté avec Bernard, j'avais pas l'impression de discuter avec le président. J'avais l'impression de discuter avec
le passionné avec monsieur football olympique de Marseille, qui était en même temps président, directeur sportif, entraîneur. Kiné, je sais pas, parce qu'il y avait un staff, il y avait un staff médical compétent, mais directeur sportif, entraîneur, président, malgré une énorme présence de Jean-Pierre Bernès, qui lui devait travailler, et je le chambrais toujours quand j'avais le plaisir de le voir en lui disant 24 heures sur 24, ça te suffit pas, ça, toi. Puisque bon, je crois que les coups de fil, tu dois... Ouais, il faisait comme ça. Alors, est-ce que c'est vrai que Bernard Tapie changeait de composition de joueurs, composition d'équipe, juste avant ça arrivait, avant un match, avant d'entrer sur le terrain? Parce qu'on l'a déjà entendu dans l'émission. Sincèrement, on peut en entendre aussi, comme on dit, des vertes et des pas mûres. Bien sûr. Par contre, là où Bernard a le nez, et ça, je pense que c'est pas ses compétences, c'est son intelligence. Je pense que c'est son instinct. Et son instinct de gagneur qui ne supporte pas de ne pas gagner ce match. Quand Basile Boli veut sortir et qu'il a mal. Et là, il y a déjà eu ce souvenir avec Basile Boli qui pleure. Machin. Alors on ne sait pas, quand évidemment il le laisse sur le terrain, on ne sait pas qu'on va assister à un Basile Boli qui marque et qui évidemment après se rappelle que cette fois il ne pleure pas. Mais là c'est son instinct, son instinct de gagneur. C'est un gars spontané, particulier, donc qui sent les choses. Des conneries, il a pu en faire. Je rajouterai lui aussi, parce que je suis bien placé aussi pour savoir qu'on peut avoir une vie avec des hauts et des bas. Moi qui comprends pas grand-chose en politique, je m'étais quand même permis, lors de l'échec dans la récupération de la région PACA, où je lui avais dit, écoute, je sais pas si tu te rends compte, mais tu dois t'en rendre compte, puisque si je m'en rends compte moi, c'est que toi tu dois t'en rendre compte. Il me dit quoi, il me rend compte de quoi? J'ai dit, oh, attends, ça va, laisse-moi parler tranquille. J'ai dit, si j'ai bien compris, dans la région PACA, donc, tu as des adversaires qui sont en face de toi, c'est-à-dire que si on compare avec des matchs de football, donc ils n'ont pas le même maillot que toi, et ils ont le maillot de l'adversaire, mais en même temps, tu as comme adversaire aussi une partie de ton équipe qui a le même maillot que toi. Mais comment tu fais pour gagner là, malgré toute ta compétence, maintenant ton expérience, ta connaissance? Bon, arrête tes conneries, toi, Marseille. Tu as raison, finalement, tu as raison. J'arrête mes conneries, toi, continue les tiennes. C'est ça qui t'a vacciné, le côté politique, tout ça? C'est pour ça que tu n'as jamais... J'ai pas eu besoin d'attendre ça. J'ai vécu une enfance où j'étais témoin à table de discussion avec mon grand-père qui était gaulliste et mon père qui était socialiste. C'était toujours les mêmes questions, avec les mêmes arguments. Et sincèrement, j'arrivais pas à voir qui pouvait avoir raison. Mais, allez, si on m'obligeait à mettre 51-49, les 51, ils auraient été du côté de mon grand-père gaulliste. Allez, continuer donc cette carrière d'entraîneur. Il y a Bordeaux, hein. Il y a Bordeaux avec qui tu as des résultats et avec qui, pour préciser que tu fais des sacrés coups sur le marché des transferts. Donc Zidane, Pavon, Wiltord, c'est quand même pas rien, notamment. Ouais. Comment tu dis? Un petit mec qui jouait à Cannes, un meneur de jeu, ils sont relégués pour pas grand-chose. Mais ça, mais là aussi, tu vois, sa faute modestie, c'est un concours de circonstances. Donc de pouvoir récupérer Zinedine Zidane, qui n'est pas encore Zizou à cette époque-là, puisque là... C'est toi qui lui donne d'ailleurs ce nom de Zizou. Hein, tout simplement, c'est pas ma faute, il l'appelait Yazid. Déjà, je me moquais de lui en disant aux tes parents, ça leur suffisait pas, Zidane, il fallait mettre aussi devant Zinedine Zidane. J'ai dit, ça me fait quand même des Z. Donc, bon, évidemment, c'était pour le taquiner, pour plaisanter. Son surnom de l'époque, c'était Yazid.
Son deuxième prénom. Ouais, mais nous, dans la région marseillaise, tu t'appelles Louis, c'est Loulou. Tu t'appelles Marcel, c'est Lou. Tu t'appelles Didier, c'est Didou. Donc, Zinedine, c'était Zizou. Et je trouve que c'est plus affectueux de terminer par ou, un Zizou, un Sissou. Donc, et là, avec Jean-François Daniel, je me rappelle, j'étais au Ziz. Moi, je rajoute Zizou, paf, et puis je pensais jamais à cette époque-là que ça va être comme un hameçon et qui sera... Et que ça sera sur l'Arc de Triomphe. Ouais, non, incroyable. Ben voilà, donc j'en suis très content. Il faut mettre des royalties, là, il faut récupérer un peu. Bon, c'est vrai, je vais lui téléphoner. 1997, tu arrives enfin donc chez nous, Cité Phocéenne, chez toi, donc à l'Olympique de Marseille. Mais on croit et on pense, on est certain, que tu n'as pas attendu la fin de saison pour attaquer ce travail. On nous l'a dit. C'est-à-dire que Roland, il débarque à la fin de la saison 96-97. Il y a déjà des joueurs qui ont été contactés quelques mois avant. Ils ont eu un coup de fil de Roland. Il y a une anticipation qui a dit, de ta part. Il peut y en avoir quelques-uns, oui. Mais notamment, je pense à Laurent Blanc, qui se retrouve sur le banc du Barça. Mais avant ça... ah oui, non, c'est juste quelques mois avant. Je file un coup de main aux Girondins de Bordeaux. Ce coup de main qui après devient un coup de pied dans mes fesses. Et je dis un coup de pied, c'est leur équipe qui sera championne devant toi. À 80%. Alors, évidemment que c'est un club qui ne me laisse pas indifférent, les Girondins de Bordeaux. Mais de là à les aider en pensant qu'ils vont m'empêcher pour un point de ne pas être champion avec l'Olympique de Marseille, là-dessus, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, ça se passe comme ça. Je file un coup de main aussi aux Girondins de Bordeaux pour le choix de celui qui me remplace. Et on a une liste de 4 ou 5 entraîneurs. Et il y a Elie Bopp et Guy Stéphane qui sont premier et deuxième et pratiquement premier ex aequo et l'un sera l'adjoint de l'autre de cette liste. Voilà. Et il démarre avec Elie Bopp adjoint. Après, c'est Elie Bopp qui sera champion l'année où on ne l'est pas. Et donc, Guy Stéphane se fait virer, Elie Bopp prend sa place. Je vous donne un exemple parce qu'il y en a tellement. J'ai René Marsiglia qui s'occupe du recrutement de l'OGC Nice. Et il va voir en même temps les adversaires 15 jours avant de l'OGC Nice. Pourquoi 15 jours avant? Parce que ça permet, vu le calendrier, de décaler et de voir le futur adversaire de l'OGC Nice à domicile quand Nice ira à domicile ou à l'extérieur quand Nice recevra à domicile. Bon, bref. Et il me dit, il y a une coïncidence, je le rencontre à la gare, on boit un café, comment ça va, on parle de choses de l'autre. Je dis, qu'est-ce que tu as vu jouer? Il me dit, j'ai vu jouer encore cette équipe d'Angers, là d'ailleurs. L'ordinateur, il a dû mettre Angers qui rencontre Nice, puisque moi je veux voir les adversaires de Nice, et bien souvent il rencontre Angers 15 jours auparavant. Et il me dit, ils ont un gardien de but, cette équipe d'Angers, je note Ramé. Mais là, c'est janvier-février. Je ne sais pas que je vais signer à l'Olympique de Marseille. Donc je sais qu'on est en train de préparer le recrutement. Wilton est tombé d'accord dès le mois de janvier. Lasland, on est tombé d'accord dès le mois de janvier. Pavon, on a changé, il joue maintenant au numéro 6. Grenet, qui est un numéro 10, je le transforme en arrière droit. Ça va encore vous faire penser à quelque chose. Mais ce sont par contre des réussites. et donc, on se retrouve avec Mikou qui reste. Benarbia qui arrive. Benarbia, là, j'y suis pour rien du tout. Ce que je sais, c'est que Benarbia fait partie des joueurs du Paris Saint-Germain qui font un énorme match pour que Bordeaux gagne, mais bon, c'est bien joué, c'est comme ça, et donc ils prennent
un gardien qui s'appelle... Il y avait Stanley Benzo. Donc, qui démarre, qui n'est pas très bon. Fiasco, et Ramé. Et l'année du titre, je crois que tous les joueurs de Bordeaux sont à féliciter. Mais si on doit en sortir un, je sors Ramé pour arrêter les buts et Wiltord pour les... Qui finit meilleur buteur. Qui fait une année extraordinaire. C'est comme ça, c'est le destin. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Rien. Je préfère avoir les visions des grands-parents qui disent c'était écrit. C'était écrit comme ça. Et tant mieux pour Bordeaux, même si on en discutait avant l'interview. Une erreur, bon, on en fait tous. Mais quand on parle du titre lors de cette dernière journée, je pense que le titre, on ne le perd pas. Lors de cette dernière journée, là, on n'a pas de chance que le calendrier donne au Paris Saint-Germain. Mais on le perd peut-être en battant Bologne, en allant en finale et en rentrant de Bologne à 4h du matin, le jeudi matin. On joue après 3 jours après à Lens où on en avec tout ce qui s'est passé à Bologne en plus. Donc finalement, là où on ne se rappelle pas, c'est que c'est pas seulement cette année-là qu'on peut être champion. On peut être champion l'année du penalty de Ravanelli, qui est peut-être un penalty sévère, contesté, mais on est... Résultat, il n'y en a plus dans le reste de la saison. On est à 6 mois de la fin. Moi, je suis peut-être chauvin, mais on peut regarder les images. Je note 6 ou 7 pénaltys qui auraient pu ou qui auraient dû nous être sifflés, qui ne le font plus finalement. Il aurait mieux valu ne pas l'avoir, ce pénalty de Ravanelli, et avoir les 6 ou 7 pénaltys qu'on aurait pu avoir. Et cette année-là... C'est Lens qui est champion devant Metz. On peut être champion. Oui, d'ailleurs... Ça finit à quelques points, mais c'est pour une première saison, l'objectif, je crois que c'était ça, c'était d'être européen. Oui, on termine le 4e, mais j'ai les boules quand même. J'ai les boules, et c'est là que commence un petit différent avec Laurent Blanc, qui ne joue pas à Metz. Et ça, bon, je l'ai toujours en travers, sans savoir si j'ai raison, mais je pense qu'il ne prend pas de risque pour l'équipe de France. Et malheureusement, il nous manque beaucoup dans ce match qu'on perd 3-2 avec 2 buts qui auraient pu être évités. Ouais, c'est pas être méchant avec son remplaçant qui c'était Teddy Bertin, mais je m'en souviens bien, cette défaite 3-2 à Metz. Et c'était le match au sommet à ce moment-là pour le... Ouais, et Metz qui joue le titre avec Lens. Et qui s'effondre derrière. Alors ils ont fait le match de leur vie contre nous pour s'effondrer après contre Lens. Et c'est Lens qui est champion. Donc voilà, l'OM retrouve l'Europe en étant 4e avec un super recrutement. Bon, Laurent Blanc, Dugarry. Qui retrouve l'Europe et la finale de la Coupe UEFA, puisque à cette époque-là, quand on retrouve l'Europe, c'est pas l'Europa League de cette année là qui ressemble à rien à côté de la Coupe de l'UEFA de l'époque là. C'est pas du pas du chauvinisme, mais elle est nettement supérieure à l'Europa League. Et ça s'explique. C'est ce qu'il faut dire et il faut expliquer par exemple au Jacques Noah, parce que un jeune qui aujourd'hui va aller sur Wikipédia, il va regarder le parcours de l'OM jusqu'en finale de la Coupe d'Europe, va dire bon, Celta Vigo, Bologne, bon. Non, le Celta Vigo à l'époque, c'est supérieur au FC Séville d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment les joueurs, c'est vraiment l'équipe des, comme on dit, des hipsters. Ils avaient Mostovoy, ils avaient plein de joueurs, c'était vraiment l'équipe à suivre, un peu frisson. Bologne, le championnat italien était tellement au-dessus que si tu affrontais le 6e du championnat italien, c'était limite la 6e équipe d'Europe parce que ils étaient au-dessus. Donc le parcours de l'OM, c'est vrai que le nom, parce qu'ils n'ont rien fait derrière, mais quand tu regardes, c'était Beppe Signori, meneur de jeu de Bologne. Enfin, il y avait une équipe monstrueuse. En plus de ça, je pense que la Coupe UEFA, c'est pas encore qu'il y a les 4 meilleures équipes qui font la Champions League. Je crois qu'il n'y en a que 2. Non, c'est pas encore, c'est ça. Voilà, c'est l'année d'après où ce qui fait qu'une fois que tu as les 2 Espagnols qui sont en Champions League, le 3e et le 4e, il fait la Coupe UEFA. Donc ça fait une Coupe UEFA nettement plus costaud que l'Europa League d'aujourd'hui. Bien sûr. Et je crois savoir que c'est encore mieux l'été d'après, avec un autre recrutement, Maurice, Pires, Gourvenec. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est quel a été pour toi le meilleur transfert, parce que c'est des sacrés noms quand même, entre la première année et la deuxième. Moi, je pense Pires quand même. Laurent Blanc qui fait une bonne année, ce qui n'est pas le cas la deuxième saison, où après on me reproche, peut-être à juste titre, de m'en être séparé, à condition quand même qu'on
qu'on écoute de A à Z le pourquoi parce ça que se sépare. Il lui restait une année de contrat et du coup il voulait prolonger et et alors là c'est pareil, si on met ça au cas actuel et il y en a eu à l'Olympique de Marseille, si on prolonge un mec qui a 32-33 ans, qu'est-ce qu'ils font ces dirigeants et c'est du mais quand Robert Louis Dreyfus me pose la question, le différent avec Laurent Blanc, où je suis pas content de son forfait contre Metz, je peux quand même comprendre qu'un joueur qui était sur le banc au Barça doit beaucoup à l'Olympique de Marseille et à celui ou ceux qui sont allés le chercher. Mais allez, s'il ne se sent pas à 100% de jouer contre Metz, on passe là-dessus. Par contre, quand Robert Louis Dreyfus reçoit un coup de fil du président de l'Inter, il m'appelle, il me dit bon, il y a la possibilité de se séparer de Laurent Blanc. Et qu'est-ce qu'on fait? Je dis ça dépend par qui on le remplace, puisque moi j'avais prévu de faire passer Gallas d'arrière latéral après avoir bien mûri à l'Olympique de Marseille. On savait que c'était un axial de très haut niveau, parce que techniquement, il était moins bon que Laurent Blanc, mais défensivement, il était meilleur que Laurent Blanc. Donc il fallait lui trouver le complément. Et là, avant de répondre, je dis bon, on va voir. Je réfléchis, je file des coups de fil un petit peu à droite à gauche, et on tombe sur Samuel, qui est un des meilleurs arrières. Walter Samuel, qui sera champion avec la Roma. Voilà, et donc là, on tombe pratiquement d'accord. Et là, je dis OK à Robert Dreyfus pour Laurent Blanc, et on se fait piquer Samuel au dernier moment avec une surenchère de l'AS Rome. Et là, bon, on ne se décourage pas, on tombe sur Milito, qui est un jeune joueur. Qui sera passé plus tard, pour ceux qui suivent, à Barcelone. Voilà, mais bon, il était très jeune. J'ai quand même un gros doute sur le fait que Barça a pu nous dribbler. Donc on envoie Eric Dimeco en Argentine pour regarder 2 ou 3 matchs Milito, qu'il aille même le voir aux entraînements, parce que quand on sort beaucoup d'argent, à cette époque-là, on n'a pas toutes les vidéos de maintenant, trucs et le matériel d'aujourd'hui. Donc on va le voir aux entraînements. Et là, il me confirme que c'est un futur, enfin, au présent, mais futur très bon, mais un peu jeune. Ça fait une charnière de 21 ans et de 20 ans à l'Olympique de Marseille. Je dis bon, mais tant pis, comme c'est, la valeur n'attend pas l'homme des années, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce truc-là. Donc ça me fera quand même une équipe avec 2 arrières centraux qui me rendront une équipe un petit peu plus courte. Et Milito ne signe pas au dernier moment, il doit recevoir un coup de fil du Barça. Il ne se sentait pas prêt, je crois, pour aller à l'Europe, prêt à quitter sa mère. Un problème familial. Je pense que le problème familial, c'était tout simplement de rester en Argentine encore une année et de rejoindre le Barça qu'il avait déjà fait signer. Et là, on se retrouve emmerdé et on arrive à trouver une solution avec Berizzo, qui n'est pas du niveau de Samuel ni de Milito, mais qui est pas mal quand même, et qui peut faire une bonne charnière avec Gallas. Le problème, c'est que Laurent Blanc, qui était beaucoup critiqué à la fin de la saison dernière, notamment avec une passe en retrait en finale contre Parme, mais ça arrive à tout le monde. Donc là, Laurent Blanc avait été beaucoup critiqué, mais à partir du moment où on s'en sépare et que notre début est moyen, je crois que sur les 7 premiers matchs, on fait 5 nuls, une victoire et une défaite. Donc c'est considéré comme un départ raté quand on s'appelle Olympique de Marseille. Et là, tout de suite, la solution aurait été de garder Laurent Blanc. Bon, elle est un petit peu trop tardive, cette solution. Mais c'est vrai que je me prends ce départ dans la gueule. Alors, souvent, quand on prend des décisions, des conneries, on en fait tous. Mais il y en a certaines de conneries que je dis, merde, si c'était à refaire, j'aurais pas fait ça, j'aurais fait le contraire. Eh ben là, non.
Si c'était à refaire sur Laurent Blanc, j'aurais dit exactement la même chose. Oui, sachant que... Par contre, tu aurais peut-être une surenchère sur Walter Samuel. Possible, sachant que je récupère Samuel, voire même Milito, et qu'après, malheureusement, mais au moment où il fallait prendre la décision pour Laurent Blanc, ça serait à refaire, je ferai la même chose. Honnêtement, sur cette dernière saison, je pense que s'il y a Walter Samuel, avec le Walter Samuel qu'on a vu derrière en Serie A à Olympique de Marseille, je pense que c'est pas du tout la même suite. Non, mais bon, on a une équipe quand même redoutable dans le sens que on a Luxen au milieu, Luxen que je voulais mettre avec Dalma. Avec Dalma qui se pète à la reprise à Biarritz, on est en stage. On était imprudent, on a un préparateur physique pas incompétent, mais particulier. Donc le mec il débarque, il arrive, il est en Bermuda, Dalma qui rentre de vacances, tout juste s'il n'a pas le masque avec les palmes, toi, quand il vient à l'hôtel. Et on lui fait faire série de sprint le lendemain de son arrivée. Il y avait une intersaison particulière avec... Eh bien là c'est sûr que ma compétence a été limitée. Alors cette saison-là, l'OM est à la lutte avec Bordeaux, le fameux Bordeaux que tu as créé. Voilà, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Mais il y a une petite anecdote sympathique que tu vas nous raconter parce que tu as rien lâché. Je crois que tu as tout fait pour contrecarrer leur plan la veille d'un match qui t'a tiré rendre en pleine nuit à ce fameux parc Lescure. On peut le dire. Hein, ça me dérange pas. On avait un porte-bonheur qui avait été conseillé par un marabout à Ibrahim Ba. Et comme je suis un petit peu superstitieux, et Ibrahim Ba, évidemment, qui me parle de son marabout comme d'un sorcier, bon, allez, on va quand même mettre ça au fond de... Et donc, on fait une bonne saison avec Bordeaux. Mais l'année d'après, je suis à Marseille et je sais qu'il y a toujours ça, il n'y a personne qui a dû l'enlever. Pour dire, c'est planté sous les cages. Voilà. 2 mètres sous terre, ils ont planté un petit... Non, même pas, non, ça, je pense. Donc, avec une barre de fer comme ça, on est arrivé, tac, à le toucher. C'était, je crois... L'OM jouait un samedi, c'était un jeudi soir, ils sont allés en pleine nuit. Et donc, on le trouve en plus. Tu as fait donc jardinier aussi, tu auras tout fait. Quand j'ai senti le bruit, tac, et qu'on arrive à le retrouver, mais c'est comme si on venait de marquer 3 buts, donc j'étais persuadé qu'on allait gagner. Et malheureusement, on a perdu 4-1. 4-1, Luxe arrière-gauche. Et superstitieux en Corse, donc du coup aussi avec ce qu'on appelle l'oge, donc l'œil. Tu as dû aussi également avoir affaire à des sorciers corses quand tu étais à Ajaccio, où ils te mettent le verre sur la tête pour enlever toutes les mauvaises... C'est plutôt des dames âgées. Oui, c'est ça, des grands-mères. Qui enlèvent le mauvais œil, mais pour le même, c'est pas... Là, c'est pas comme l'anecdote qu'on vient de raconter que je suis sceptique. Là, par contre, j'y crois. Mais Bordeaux, à ce truc-là. Ouais, c'est particulier. Bordeaux, tu vas, c'est entraîneur de l'OM, tu vas, il y a le gardien du stade à un moment donné qui manque de vous voir, donc vous devez partir en courant. Enfin, non. Ah non, vous avez fait tout ça en douce, mais je le connais depuis l'année dernière. J'ai dit, je vais déterrer non pas l'âge. C'est assumé, tu l'as dit. Je vais faire ça. Il m'a dit, ok, mais bon, non, sympa, là, il nous a ouvert. Super sympa. Finalement, donc cette OM fait finale de... tu me parles de Luxen. Évidemment qu'un coup tactique qui aurait pu être une réussite, c'est je mets Luxen faux arrière gauche pour être justement dans la zone de Benarbia, parce qu'un de mes principes, quand tu as un joueur talentueux dans une équipe comme peut l'être un Benarbia ou un Mikou, je pense que c'est pas avec un gars méchant, agressif, et athlétique et physique. Oui, tu peux te retrouver à 10, ça oui. Mais je pense que pour lutter contre un très bon joueur, c'est de lui mettre un très bon joueur. Et là, sur ce match-là, on pourra revoir les images. Et oui, il y a Benarbia qui lui marche. Benarbia qui le massacre à Luxen. Et Luxen, dans un souci de bien faire,
il veut rester sur le terrain en s'accrochant alors qu'il ne peut pas. Il est même pas à 50%, mais ça dure alors, tu sors alors, si, alors là, ça dure un quart d'heure. Le temps de dire ça, il y a 4-0. Il y a 3 buts en un quart d'heure du côté de Luxin avec Benarbia. Et là-dessus, je m'incline en disant désolé. C'était un peu une Sampaoli. On prend un milieu de terrain, on le met latéral. Bon, là, sur ce match, ouais, il était diminué, il faut le préciser. Ça avait pas, mais je me souviens qu'il avait fait aussi d'autres fois dans la saison et ça s'était bien passé, notamment contre le Werder Brême, tiens, oui. en Coupe UEFA, et que ça s'était bien passé. Mais lui, c'est tellement bon. Ça, c'est un joueur talentueux qui est passé à côté d'une énorme carrière. Énorme. L'OM fera donc finale Coupe d'Europe, deuxième en championnat pour quelques minutes. C'est une des plus grandes équipes donc à cette période, mais pourtant, elle n'a rien gagné. Comment on peut expliquer ça? Mais là, je ne vais pas répondre en posant des questions, mais un peu quand même. C'est que j'observe le traitement, entre guillemets, de certaines personnes, pas obligatoirement des entraîneurs, mais aussi des collègues de profession. Et il y a un journal qui est très important, et souvent, malgré la compétence de pas mal de journalistes de ce journal, je me moque un peu d'eux, parce que en leur disant, c'est l'équipe, pour ne pas le nommer. Donc, c'est pas compliqué pour le trouver, ils sont seuls. Donc, quand tu es seul, tu vois, c'est mieux que d'être mal accompagné, mais quand tu n'es pas accompagné du tout, tu es sûr d'avoir raison. Donc, c'est vrai que j'ai quand même été surpris que l'on puisse avoir le culot, je dis bien le culot, de me faire important, presque autant important que l'Olympique de Marseille, puisque on est en train, depuis pas mal de temps, d'être dans une époque où on entend toujours un tel, il ne sera pas au-dessus de l'institution. Eh bien moi, modeste vagabond des quartiers nord de Marseille, j'ouvre une double page d'un journal qui s'appelle L'Équipe, et je vois marqué, en gros, les 5 raisons de l'échec de Roland Courbis. Pas de l'OM, hein. De Roland Courbis. De Roland l'échec, c'est toi, Courbis. Et le bon, c'est l'OM. Et au lieu de prendre ça avec une certaine mauvaise surprise et déception, j'ai dit, mais jamais je me pensais aussi important que ça. Ah oui, c'est sûr. Donc ces 2 années-là, avec finale de Coupe UEFA contre les Abeilles là, de Parme, donc deuxième du championnat de France avec un match que si jamais je fais partie de l'équipe qui gagne ce match-là, je suis en garde à vue le lendemain. Donc bravo le Paris Saint-Germain, bravo Bordeaux d'avoir gagné au Paris Saint-Germain. Ben, on n'avait qu'à avoir un point de plus bien avant. Et derrière un championnat comme ça, une finale de Coupe de l'UEFA à Moscou, pourquoi pas à Tokyo aussi, donc si c'était pas assez loin d'aller à Moscou, je dis, ben je vais garder ce journal-là, et je l'ai gardé, cette double page. C'est les 5 raisons de l'échec de Roland Courbis, qui fait finaliste de la Coupe UEFA, et deuxième, après disons, allez, un final un petit peu particulier, ben c'est comme ça. Donc vous avez devant vous quelqu'un de plus important que ce que vous pensez. Non mais cette équipe-là, et c'est vrai qu'elle était ceux qui... Enfin, on parle beaucoup à Marseille là depuis quelques années de la période Bielsa, on a pris du plaisir et compagnie, on s'en fout d'avoir gagné, on a eu les émotions. Ceux qui ont vécu au stade la saison 98-99, la fameuse époque des maillots dorés, c'était festival. Il y avait un nombre de joueurs offensifs impressionnant dans l'équipe. Ça marquait à tous les matchs. Il y avait des victoires 4-0 et il y avait une maîtrise technique de cette équipe-là qui était vraiment impressionnante. Et au final, si tu superposes avec les schémas de Bielsa, tu n'es pas très loin parce que c'est exactement pareil. Tu avais un seul vrai milieu défensif qui était Eric Roy, comme Gianelli Mboula chez Bielsa, et devant, ça envoyait. Avec un Laurent Blanc qui montait d'un cran et Eric Roy qui restait. Mais il y a un truc aussi que je peux rajouter sans me plaindre. Je peux pas me plaindre, mais je peux quand même, si on me permet, faire le constat.
Et j'ai quand même regretté de ne pas avoir le stade que peuvent avoir les entraîneurs de l'OM, de voir ce stade-là avec cette résonance. Vraiment, c'était ouvert aux 80 à l'époque. Ah, oui, oui. Ah mais attends, moi aussi qui suis toujours chambreur, quand il s'est terminé, je disais bon alors ils le finissent quand ce stade-là, parce qu'il y avait les 4 ouvertures pour notre extraordinaire Mistral, tu vois, de pouvoir en même temps rentrer par les 4 coins, les 4 corners. Tout ça parce que d'après ce qu'on avait pu m'expliquer, il fallait impérativement 60 000 spectateurs, donc on a réduit le budget pour pouvoir avoir l'honneur de la demi-finale d'une Coupe du Monde que nous allions organiser. Et dans les années où nous essayions, nous, de construire le titre de champion, en même temps, nous avions la construction de notre stade. C'est-à-dire, pendant un trimestre, nous avions les virages sud qui étaient en construction. Le trimestre d'après, c'était les virages nord, gagnés en face. Alors, je ne cherche pas d'excuses. J'explique tout simplement des regrets. J'aurais bien aimé faire cette saison-là et ces 2 saisons-là, puisque la troisième, elle a duré que la moitié, avec le stade d'aujourd'hui. Je dis pas que ça aurait fait 10 points de plus, mais qu'il nous manque ce petit point là, j'en suis pas sûr. La ferveur des supporters peut apporter un engouement, et pour toi donc... Ah oui. Ouais. Ah oui. Ça compte vraiment, ça y joue vraiment. Là, il y a quand même, vous qui commentez l'OM de cette année, on aura l'occasion d'en reparler, mais tu ne peux pas, avec l'équipe et l'effectif de l'OM de cette année et le stade Vélodrome, avec maintenant la possibilité au public de revenir. C'est plus le 12e homme, le stade Vélodrome, donc vous allez m'expliquer maintenant qu'au stade Vélodrome, avec l'effectif de cette année, on perd 19 points là et le championnat qui est pas terminé. Mais heureusement que je ne suis pas sur le banc de l'OM. Qu'est-ce qui se serait passé pour un entraîneur français qui perd 19 points à domicile dans un stade Vélodrome comme le Vélodrome de mais je préfère pas y passer. Alors on l'a dit, cette équipe de 98-99, donc dans les mémoires, qui mérite une très belle place, elle n'a pas un titre, mais là où on ne peut pas enlever dans l'histoire de l'Olympique de Marseille, Roland Courbis tout en haut, c'est qu'il était l'entraîneur du match peut-être le plus mémorable au stade Vélodrome, forcément. C'est ce OM Montpellier. Alors, tu as raconté de partout cette histoire de partie de boule à la mi-temps où tu dis, voilà, c'est comme si on avait perdu 12-0, on va gagner. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ce match? Est-ce que quand tu recroises un de tes joueurs de cette époque-là... Il en reste que je me plante complètement, non pas pendant le match. Pendant le match, je ne suis pas inspiré la première mi-temps. Je le suis la deuxième. Il y a cette histoire avec Loulou. Bon, bref, c'est pas ça. Ça, on en a parlé 50 fois. Ce qui m'ennuie, c'est de me tromper le soir de ce match. On mange au Vallon des Offres chez notre ami... Fonfon ou chez Michel? Non, chez Michel, voilà. Paul Viciano, qui est un peu comme mon frère, mon ami d'enfance. Donc, on discute de ce match-là. Il y a Robert Louis Dreyfus. Et donc, je donne mon avis. Je dis, un match comme ça, ça ne peut pas être effacé par un titre raté. Donc je dis, je pense qu'on va être champion avec cet effectif-là, si on n'a pas évidemment trop de blessés et des blessés importants. Et on se rappellera que c'est le match où on perdait 4-0 à la mi-temps et qu'on a gagné 5-4. Ben, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc ce match, on en reparle toujours parce qu'il a été extraordinaire, mais malheureusement, on ne peut pas rajouter. Et c'est ce match-là, sans qu'on le sache, qui a permis à l'OM de prendre les 3 points qu'il aura fallu pour être champion. Ça, c'est un de mes plus gros regrets, mais bon, c'est comme ça. Il y a cette période où l'OM finira donc la saison juste au-dessus des relégables.
cette période un peu triste parce que les joueurs n'ont pas accepté du tout ton départ. Donc cette période, malgré une... Parce que donc c'est la 3e saison, tu pars en novembre, je me souviens, après la défaite contre la Lazio en Ligue des Champions. Alors, première partie de saison, c'est irrégulier, tu en avais parlé sur le début avec les matchs nuls. Il y a des victoires au Parc des Princes, il y a une victoire contre Manchester United. Mais en championnat, on se dit c'est irrégulier, c'est trop dur pour le titre. Au moment où tu pars, l'OM est 6e. À la fin de saison, ils sont 15e. Ouais, mais je pense que si je regarde, pas égoïstement, mais si je regarde personnellement ce que j'aurais pu faire de mieux, c'est d'arrêter à l'intersaison d'avant, quand justement la fin de la saison se termine par cette finale à Moscou contre Parme qui est au complet. Alors que nous, il nous manque Luxin, Gallas, Éric Roy, Dugarry, Ravanelli. Contre Parme au complet, qu'est-ce qui se serait passé si on avait été au complet? J'en sais rien, mais il y aurait peut-être eu explication. Et ensuite, 2e au championnat avec un point de raté et un Paris Saint-Germain Bordeaux la dernière journée. Je ne dois pas me mettre en colère, je dois expliquer que je suis vraiment désolé et je m'incline contre le titre. Je félicite les Girondins de Bordeaux d'être champions. J'ai la satisfaction de savoir qu'à 80%, je les ai aidés pour construire cette équipe qui me fait marron. Eh bien, c'est le destin qui a voulu ça. Et donc, je vais me reposer. Et on verra, sait-on jamais, un jour peut-être mon retour du côté de l'Olympique de Marseille, où, comme je dis à mes joueurs, on progresse à tout âge et à tous les postes. Ces 2 saisons passées à la tête de l'Olympique de Marseille m'auront permis d'être meilleur. Je ne serai pas le responsable du départ de Laurent Blanc. Donc toute cette exagération, puisque bon, je connais le mot exagération. J'ai quand même vécu avec un grand-père qui était un petit peu pagnolesque et qui disait, mais du côté de Marseille, qu'est-ce que vous racontez? On n'est pas menteur, on exagère, c'est tout. Donc c'est pas confondre menteur et exagérer. Vas-y. Tu auras donc recroisé depuis la route de l'Olympique de Marseille avec d'autres équipes telles que Lens, Ajaccio, Montpellier, Rennes. Ça me fait des victoires, ça. Hein, et on a fait un bilan, donc. Le bilan de Romain. Donc, 1 défaite, 2 nuls, 5 victoires. Donc, on veut connaître cette fameuse recette. Comment tu fais? Il y a un petit sentiment de revanche, non, quand même. Déjà, j'ai toujours trouvé stupide, avec tout ce qui se passe dans notre métier, que l'on puisse, quand on est joueur, ne pas commencer le terme, tu vas me le dire, fêter un but ou une victoire. On ne célèbre pas face à son... On ne célèbre pas. C'est-à-dire que face à son ancien club. Je gagne contre mon ancien club, je ne dois pas célébrer ma victoire. Mais vous permettez que j'ai envie de la célébrer encore plus, la victoire. Et ensuite, là où peut-être les équipes avec lesquelles j'ai pu... gagner au Stade Vélodrome, effectivement, Montpellier, Ajaccio, Rennes. C'est que, quelle que soit l'architecture du Stade Vélodrome, c'est quand même pas évident de jouer au Stade Vélodrome, mais c'est pas évident de jouer au Stade Vélodrome aussi quand on est joueur de l'OM. Et ça, je me faisais un plaisir de l'expliquer à mes joueurs de la façon suivante, puisque pour donner certaines images à ce qu'on a envie d'expliquer, j'adore faire ce qu'on peut appeler une certaine comparaison. Donc, vous avez toujours entendu dans votre carrière, quel que soit le niveau de votre carrière, que dans certains endroits, le public peut être 12e homme. Et là, c'est emmerdant de jouer contre 12 adversaires. Du côté de Marseille, une ville quand même que je connais assez bien puisque j'y suis né, je connais les qualités, les défauts, le contexte, l'atmosphère et tout ça.
ce 12e homme, rapidement, je dis bien rapidement, dans le même match, suivant les résultats des matchs auparavant, peut devenir un joueur expulsé. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi jouer comme s'ils jouaient à 10. Des joueurs qui portent le maillot de l'OM. Et ça, il faut que ce soit nous qu'on rende justement le joueur de l'OM en difficulté. Et donc, je ne sais pas si ce sont ces explications-là qui ont donné la possibilité à ces équipes que j'entraînais de venir gagner au Stade Vélodrome. Il devait certainement, et heureusement, y avoir autre chose, mais je me rappelle que cette explication faisait partie, je donne un exemple. Si par bonheur, avec ce qu'on prépare, que ce soit sur coup de pied arrêté, que ce soit dans le jeu, ce pressing, que le joueur qui se fait presser, au départ, il ne pense pas qu'il va se faire presser, que ce soit une surprise. Et qu'on arrive dans les 10 premières minutes, bon, si c'est dans les 15 premières, on ne se fera pas engueuler. Donc, à marquer et à ouvrir le score, considérons que l'ouverture de ce score-là, c'est une bosse qu'on est en train de mettre sur le crâne de tous les joueurs de l'OM. Et surtout que la pensée qui doit être la nôtre, c'est pas maintenant on mène 1-0, on va essayer de gagner le résultat. Le résultat, il sera bon 9 fois sur 10 si on arrive à mettre un autre coup de marteau, non pas sur la tête, mais sur la bosse qu'il y a déjà. Et là, à ce moment-là, si jamais on marque ce deuxième but, il y a le public qui va peut-être se renverser et qui va être le 12e, mais pour nous. Qui va pousser. Et c'est ce qui s'était passé, notamment le match contre Rennes. On aura l'occasion d'en reparler. On est vraiment à la fin. On va passer au questionnaire de Marjorie. Voilà, Marjorie, tu vas vite. Donc, le principe, Roland, on te pose une question, réponse courte. Après, si tu veux justifier tel ou tel nom, tu peux, mais voilà, l'idée c'est quand même d'enchaîner parce qu'elle en a pas mal. Il y en a pas mal. Il faut quand même terminer avec le fait que tu as été joueur, entraîneur, consultant et que finalement il t'aurait manqué plus qu'à être président. Ouais, ben là je ne me serais pas senti capable une seconde. C'est pas que je veux me rabaisser, mais je ne m'en sens pas capable du tout et je n'en ai vraiment pas l'envie du tout. J'ai même pas passé. Conseiller, accompagnateur d'un président, oui, mais président. Non. Allez, feu pour le questionnaire. C'est parti. Principal trait de caractère. Moqueur. On a le temps vite de citer une petite anecdote qui te tient à cœur ou non, parce qu'on en parle depuis 2 semaines de ça. Oui. C'est dommage de passer au travers. C'est vrai, on va faire rentrer 2 personnes que tu connais, 2 joueurs que tu as failli recruter. Monsieur Tafam et Monsieur Bonne, qui sont 2 joueurs. Je crois qu'il y en a un qui est hollandais ou un qui est. C'est pas d'accord. On est obligé de resituer. On a hésité entre Tafam et Bonne. On a failli chercher lequel des deux placerait cette phrase. À Paris, Roland devait dire. Fabuleux. Ça n'existe plus. Ça, c'était une époque. Fabuleux. Où justement on donnait comme handicap, ou comme je sais pas comment on peut l'appeler, le fait de pouvoir placer dans une interview. Un mot ou une expression qui n'avait rien à voir avec l'interview. Ah, bah là, ça n'avait rien à voir. Et là, celui qui m'avait placé ça, il était tout content. Mais il a compris ou il n'a pas compris? Il n'arrivera pas. Il n'a rien compris au final ou il avait vraiment compris? Le journaliste, il pensait que tu n'as pas dit ta femme est bonne. Il n'a pas compris. Que tu non, le journaliste n'a pas passé. C'est celui qui m'avait donc donné cette phrase à mettre en place qui lui pensait gagner, ben non, il a perdu le pari. Parce que tu l'as tenu jusqu'au bout. Le joueur le plus fort avec qui tu as joué et que tu as entraîné. Jouer ou entraîner? Les deux? Comme tu veux. Ouais, ben alors, puisque que j'ai joué avec et que j'ai entraîné, ben je peux voir qu'au Nice. non, mais un de chaque. Oui, t'es pas obligé de... Un joueur avec qui j'ai joué déjà. Voilà. Bah, Christian Dallier. Et que tu as entraîné? Ben, qui lui, par contre, m'a entraîné, parce que c'était entraîneur à Toulon, que j'ai entraîné à l'OM ou dans ma carrière? Dans toute ta carrière. Ouais. Bah, Zizou. Et à l'OM? Pires. Pires. Pires, pourquoi Pires? Parce que, premièrement, je le voulais, et puis j'ai emmerdé Robert Ludreyfus pour pouvoir le récupérer. Et on l'a récupéré à Metz avec quand même
une belle somme d'argent de l'époque, c'était une 55 cinquantaine de millions. Donc, et je le voyais bon, évidemment, puisque je le voulais. Mais pas aussi bon que ce que j'ai pu l'avoir quand je l'avais tous les jours à l'entraînement. Je pense que ce qui a été un handicap pour sa carrière, qui souvent peut servir, c'est son inélégance. Sa façon de courir. Si par exemple on regarde l'élégance d'un Ginola ou d'un Pires, il n'y a pas photo. On met sur Ginola. S'il me faut, moi, dire qui est meilleur entre Ginola et Pires, je suis 50-50. Le joueur le plus fort en 2022. Donc aujourd'hui, quel est pour toi le meilleur joueur? Actuellement ouais, c'est pas d'originalité, Mbappé. Ah ouais, oui, enfin oui, mais... D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres. On a tous nos idées, en fait. Il y en a qui disent Karim Benzema. Tout à fait. Enfin, moi, je vois même pas qu'il n'y a même pas photo. Ouais, il n'y a pas photo. Comme c'est bien, c'est net et précis. Sur ce que fait Benzema depuis 2 ans, ouais. Je dirais en grande partie grâce à ses qualités, mais grâce à Didier Deschamps, qui quand même lui a permis de se reposer pendant 5 ans dans toutes les trêves internationales. Donc il regardait tranquillement la télé. Tranquille, et il revient, il est en forme. Tout ça. Et donc c'est vrai que ça lui a peut-être prolongé sa carrière de 2 ans. Mais plaisanterie mise à part, quel talent. Mais pour lutter avec Mbappé aujourd'hui, je ne vois pas qui peut lutter avec. Erling Haaland peut-être. Peut-être. À voir. Vas-y, Barjot. Le joueur le plus fêtard, avec qui tu as joué? Avec qui j'ai joué et avec qui j'ai fêté. Oui, parce qu'on imagine bien que tu l'accompagnais. Ouais, écoute, quand même pas mal de souvenirs avec Bernard Pardo, qui était pour moi même pas un joueur que j'entraînais. Je pensais qu'il faisait plutôt partie du staff. Et donc on était avec une relation particulière. Je considérais que c'était un peu... Des fois on chambre un joueur en disant que hey, le coach c'est ton père. Donc... Et là, je pense que tellement il me faisait marrer, tellement que je le trouvais en plus extraordinaire au niveau de la volonté, que c'est un de mes bons souvenirs en tant qu'entraîneur. Le plus drôle dans les vestiaires? Oh, Paganelli. Sans hésitation. Il y a toujours une connerie à dire. Ouais, mais toujours aujourd'hui. C'est vrai qu'il a de l'humour et en plus, des fois, pour être sûr qu'il a pu faire rigoler, il rigole lui aussi. Alors que lui, on ne peut pas le mettre dans la catégorie du pince sans rire. Lui, c'est le pince en rigolant. C'est-à-dire qu'avant même qu'il a terminé sa connerie, il rigole de sa connerie. Et des fois, si sa connerie n'est pas bonne, te fait rire, mais rien que de l'entendre rire, il nous a contaminés. Donc j'ai dit bravo, c'est un humoriste complet. L'adversaire le plus méchant que tu aies pu rencontrer sur le terrain? Il y en avait pas mal à l'époque. Bastiez, Nîmes aussi, je crois, Bernard Boissier. D'accord. Le meilleur coéquipier que tu as pu avoir à l'OM? Coéquipier à l'OM quand j'étais joueur? Oui. Albert Raymond, on était du même âge. Un sacré attaquant. Il jouait à ouf. Mais lui, en plus de ça, des fois, pour dire d'un joueur qu'il a beaucoup d'adresse, on dit... Il a les 2 pieds, il sait même pas lui s'il est droitier ou gaucher. Mais on le dit avec, toujours cette façon de communiquer, je dirais, comme dirait mon grand-père, en exagérant un petit peu. Non, là, on n'exagère pas. Albert, il ne sait pas s'il est droitier ou gaucher. Ah ouais. Moi, je me rappelle d'Albert, on joue ensemble à Monaco, on reçoit Paris Saint-Germain, tiens, 6-1 le score, pour nous, pas pour Paris Saint-Germain. Et donc, il met son ballon, il place le mur, et ce ballon, c'était un petit peu à la Platini, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le mur, il y a le gardien, et il faut voir s'il n'y a pas la possibilité
mettre par-dessus le mur avec un ballon qui redescend. Ben, il regarde, ça lui plaît pas trop. Et puis, ben, il se met en position de gaucher et il frappe. C'est un coup franc, là. C'est pas. Il frappe du pied gauche, lucarne par-dessus le. J'ai regardé, mais je. Alors, tu en as coaché un comme ça plus tard, quelques années après, de joueurs qui avaient les deux pieds qui ne savaient pas non plus. C'est Ousmane Dembélé à Rennes. Oui, mais quand même. C'était quoi le plus fort, quand même. Dembélé ou Albert Raymond? Non, Ousmane, il est quand même particulier. Ousmane, tu lui parles, c'est comme moi quand j'étais à l'école, au bout de 10 minutes, tu vois, je ne savais même plus ce qui se disait au tableau, je regardais, mais je ne savais plus. 60 minutes de mathématiques, moi j'en oubliais 40. Tu discutes avec Ousmane Dembélé, qui est adorable. Au bout de 10 minutes, tu regardes derrière toi, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est derrière, qui est en train de lui faire ou des grimaces ou des machins. Il te regarde. Mais je suis persuadé que si je lui demande qu'est-ce que je viens de te dire, il est incapable de me le dire. Donc la question, c'est quoi exactement? C'est qui le plus fort des deux, Dembélé ou Albert Raymond? Albert Raymond. Dembélé, on peut me dire ce qu'on veut, tu peux lui poser la question. Albert Raymond, sur un coup franc ou un penalty, il est capable de frapper parce que c'est jeudi du droit, parce que c'est vendredi du gauche. Dembélé, il est quand même un peu plus droitier que gaucher. Ton vrai pote dans le foot? Mon vrai pote? Ouais. Bon, il n'y en a pas un seul, il y en a beaucoup. J'imagine. Mais si t'en as un à citer, bon, sans dénigrer les autres, mais qui c'est qui te vient à l'esprit? Michel Moulin. D'accord. Donc, que j'ai connu depuis tout petit, qui fait partie des passionnés de football, qui, alors, c'est peut-être aussi de l'égoïsme, parce qu'il y a des coïncidences, et toujours je prends exemple sur mon grand-père, les coïncidences, il y en a pas. Et ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que finalement, 9 fois sur 10, ce ne sont pas des coïncidences. Et là, coïncidence, chaque fois qu'il y a un truc, on pense à la même chose. Alors c'est peut-être aussi je dirais, prétentieux de ma part, mais je trouve que 9 fois sur 10, on est d'accord, et 9 fois sur 10, je pense même qu'on a raison. La personne que tu as perdue de vue à Marseille et que tu aimerais bien revoir? Oula, il y en a... Ouais, il y en a beaucoup. Ah oui. Là, il y en a énormément. Là, sincèrement, ne me demandez pas de faire la liste parce que je suis sûr que ça serait très très long. Et si tu veux lancer un appel à la caméra, là, tu es à Marseille, donc je me débrouillerai d'oublier quelqu'un, ça c'est sûr. Ok, on enchaîne. Alors, le président avec lequel ça s'est le mieux passé? Je pense Michel Moretti à Ajaccio. D'accord. Et à l'inverse? Non, il n'y a pas... Oh, Yves Marchand. Pas eu de... Ouais, mais c'est pour rester président, ça bon, j'ai pas dit ça. Non. On les entend du rien jusque là-bas. Non. On l'embrasse depuis la Suisse. Ouais, c'est ta si question, tu peux, celle-là. On te dit, on vient là, quelqu'un qui arrive, le marabout d'Ibrahima, tiens. Oui. On prend toute ta carrière et on peut changer le score d'un match. La finale contre Parme. On va choisir plus ça que le Bordeaux PSG. Oui, parce que je pense que le Bordeaux PSG, c'est une anecdote, c'est un calendrier où on n'a pas de chance que Paris Saint-Germain ne fasse pas le match de sa vie contre Bordeaux. C'est le contraire qui nous aurait étonné, donc il fallait plutôt nous en prendre à nous. Par contre, je pense, et je le pense très fort, que malgré la grosse équipe que pouvait avoir Parme, que rien que tu la lis ou tu l'énonces joueur par joueur, Buffon, bref. Thuram, Cannavaro. Eh bien, je reste persuadé qu'avec notre équipe, il y avait de quoi leur poser des problèmes. Et ça n'a même pas été le cas. Non, c'est un de mes regrets. Pourquoi?
Parce qu'évidemment que le titre, je connais les trucs, nul n'est prophète à son pays, etc., etc. Et moi, le têtu, je veux montrer qu'on peut être champion avec Marseille tout en étant marseillais. Mais une Coupe d'Europe, et notamment une Coupe UEFA, qui était pour moi non pas la consolante de la Champions League, c'était la Champions League bis. Donc ça, je l'ai toujours rêvé comme entraîneur. Champion de France de deuxième division avec Ajaccio et Michel Moretti. Ça a été peut-être ma plus grande joie de ma carrière, contrairement alors que c'est de deuxième division, mais il y a des tas de choses qui font que cet endroit ne me laisse pas indifférent. Là, ne pas pouvoir lutter à armes égales, même s'ils étaient au départ, au complet les deux, un peu meilleurs que nous, mais avoir la satisfaction de gagner un match contre un adversaire un peu meilleur que nous en se débrouillant, de leur poser quand même pas mal de problèmes. Je pense qu'on avait l'effectif pour en être capable. Alors évidemment qu'il fallait tous qu'on soit inspirés dans un superbe niveau, moi-même aussi dans les compositions d'équipe, dans les stratégies, dans les changements en cours de match. Mais c'est un énorme regret de ma part. Ta meilleure anecdote avec un supporter de l'OM? Il doit en avoir 1000, mais si tu t'en souviens d'une. Il y a Melville qui me faisait souvent rigoler. Rien que de la façon qu'il parlait, j'écoutais même pas ce qu'il racontait, je rigolais. Donc c'est pour ça que des anecdotes, là, je n'ai pas, mais son départ m'a fait énormément de peine. À l'époque où tu étais entraîneur de l'OM, tu avais un téléphone portable pour toi et tu avais un téléphone portable pour Marseille. Tous les supporters de l'OM, j'habitais à l'époque au Julia et la Plaine, donc j'étais pas loin d'MTP. Il y avait pas mal de personnes au bar de la Plaine et autres qui avaient le numéro de Roland Courbis et qui te laissaient des messages. C'était une hotline, tu avais un service après-vente un peu. Mais j'ai pas progressé parce que j'ai un iPhone, mais je l'ai chez moi. Et chaque fois, je propose, je dis, bon allez, lundi je m'y mets, les mois ils passent, les années ils passent, et j'ai toujours mon Nokia préhistorique, mais sincèrement, il va falloir quand même que je m'y mette un peu, parce que... Pour les photos? Il y a beaucoup de choses qui me manquent, et c'est vrai que là, il faut que je fasse un effort, parce que ne pas avoir un iPhone aujourd'hui, c'est un handicap. Vous l'avez entendu ici en premier, Roland Courbis qui va se mettre à Sorare. Voilà, c'est imminent. On suivra ça ensemble. Roland, de quoi es-tu le plus fier dans toute ta carrière, que ce soit mélangé de joueur, d'entraîneur, dans les médias aussi, RMC? Mais de quoi es-tu le plus fier? Le plus fier, ce que je suis content, c'est que certaines personnes, en plus que j'aimais beaucoup, n'ont pas réussi à atteindre l'âge que je peux déjà avoir, appelons ça un certain âge. Et même si j'entends à droite et à gauche, mais non, ne t'inquiète pas, tu les fais pas, c'est très gentil, mais bon, malheureusement, je les ai. Et donc, je pense que c'est sur une carrière avec des hauts et des bas, une carrière en dents de scie, mais qui a quand même le mérite d'exister et d'avoir été et d'être assez longue, puisque bon, je pense être encore consultant à RMC et à BFM TV pendant 2-3 ans. Donc après, on verra si j'ai toujours la santé. Et donc voilà. Après. Le fait que la passion, je l'aurai toujours jusqu'à mon dernier jour. Mais la patience, je ne l'ai plus du tout. Discuter avec un entraîneur plus jeune que moi, lui expliquer 3-4 trucs que j'ai sélectionnés et qui peuvent lui servir, je le fais très, très, très volontiers. Mais je n'ai plus la patience. Je me demande même comment j'ai fait, alors que ce n'était pas programmé, pour faire ce métier d'entraîneur, 29 ans et demi,
avec la fierté, puisqu'on parle de fierté, de pouvoir avoir relevé 29 challenges, et sur les 29 challenges, avoir réussi 23 challenges, et échoué seulement 6. Ça n'a pas empêché à des journalistes plus compétents que moi, certainement, c'est pas difficile, et de pouvoir dire que j'avais rien gagné. C'est-à-dire que quand par exemple je dis 23 sur 29, c'est par exemple je suis à Ajaccio, je suis en première division, le maintien, je considère que c'est un objectif, un objectif atteint. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que, bon, avoir lu jamais rien gagné, ouais, c'est vrai. Et puis, celui qui a pu dire ça, j'ai dit, bah, écoute, à ta place, j'aurais réfléchi un peu, parce que c'est un petit peu sévère, mais à partir du moment où j'ai pu lire sur une double page qu'en terminant second, et ça je l'ai toujours en travers, qu'en terminant second, il y en a en finale de la Coupe UEFA, avec le niveau de la Coupe UEFA, il y avait une double page sur les 5 raisons de l'échec de Roland Courbis. Mais là, je suis enchanté parce que, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, je ne pensais pas être aussi important. Eh bien, nous, on fera un grand article sur le Phocéen avec les 5 raisons de regarder le Salon des légendes avec Roland Courbis, parce qu'il y en a eu pas mal d'anecdotes. Merci beaucoup, Roland, d'avoir pris C'était un plaisir de venir vous voir. Temps et de nous révéler quand même quelque chose, parce qu'il y a des petits trucs, il y a des trucs qu'on se doutait, mais pas à ce point. Donc, si vous avez pris l'émission Route, faites-vous le replay, il sera très rapidement disponible. Merci, Roland, on se retrouve très vite. Voilà, on te souhaite bonne continuation, bien sûr, on t'écoute. Que ça soit sur RMC, sur BFM, on a un œil, et puis bien sûr on n'hésitera pas à te solliciter pour l'actualité olympienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup Roland. Merci Romain.